Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Réparateur Physique. Aujourd'hui, petit épisode spécial. Je suis avec Fab, qui est, on va dire, l'ambassadeur du Kudo en France. On peut dire ça? Ouais, légèrement. Hein. Légèrement. Voilà, qui va nous raconter un peu, donc déjà nous dire ce que c'est le Kudo, nous présenter le Kudo. Et après, on parlera un peu de son histoire et de son vécu. Du coup, merci Fab pour d'accepter cette rencontre. Merci à toi. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement Ouais, alors, je m'appelle Fabrice Cario, j'ai 48 ans, je pratique les arts martiaux depuis un peu plus de 30 ans maintenant. Voilà, pour mon parcours sportif, tout confondu, quand j'ai commencé les arts martiaux, j'avais 17 ans. Enfin, les sports de combat, j'ai fait un tout petit peu de boxe française. Je suis passé tout de suite aux arts martiaux vietnamiens, qui m'ont pas quitté pendant 16 ans. J'ai pratiqué 16 ans les arts martiaux vietnamiens. Je suis passé sur 3 styles différents sur ces 16 ans, avec des compétitions, là j'ai créé aussi mon propre club à un moment donné. Et puis voilà, parallèlement à ces 16 ans d'arts martiaux, j'ai toujours fait un autre art martial, un autre sport de combat. Je faisais du Viet Vo Dao. Parallèlement, j'ai fait de la boxe thaïlandaise. Après, je suis passé au Bobinam. Parallèlement, j'ai fait du karaté Kyokushin. Et le dernier style vietnamien que j'ai fait, c'était le Vo Tuat, qui est un peu, on va dire, du free fight vietnamien, on va dire ça, parce que c'est le seul style vietnamien à ma connaissance où il y avait du sol. Et donc, parallèlement au Vo Tuat, j'ai fait du jiu-jitsu brésilien. Et puis voilà, au fur et à mesure, comme un peu. Tu as complété Ouais, j'ai complété un peu le panel du combat. Voilà, exactement. Et puis voilà, vu que j'étais plus du côté des arts martiaux vietnamiens, je suis allé vers justement le Vo Tuat. Mais voilà, c'était toujours un peu l'attirance pour le MMA. L'attirance un peu pour le MMA. Et le combat complet. Voilà, en gros, c'est ça. Ça marche. Mon parcours en règle générale. Et comment tu as découvert le Kudo? Le Kudo, j'ai découvert ça, ça faisait 3 ans que j'étais au Vo Tuat. Donc j'étais par internet, juste par internet. J'ai vu une vidéo sur YouTube, comme je raconte de temps en temps, et en fait, 15 jours après, j'étais sur Paris faire mon premier cours. Donc, j'ai toujours un peu fonctionné comme ça. Pour le Vo Tuat, j'ai découvert le Vo Tuat en fait lors d'une compétition c'était à l'époque, c'était le festival des arts martiaux, un truc comme ça, c'était au parc floral de Vincennes, à Paris. Et j'ai découvert un style de compétition, c'était tous les styles confondus. Il y avait du karaté Kyokushin qui combattait contre du Pankido contre du Vo Tuat, justement, et c'est là que j'ai découvert Jean-François Lenog, qui est un pionnier aussi du MMA. Parallèlement, il a combattu au Pride, il a combattu dans plein de choses. Et j'ai rencontré donc Jean-François Lenog et Olivier Millier, qui maintenant est une grosse pointure, je crois, à la FFL. Donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce style-là? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, pareil, j'ai fonctionné pareil, j'ai contacté Jean-François Lenog et je suis allé aussi. 15 jours après, j'étais chez lui pour me former. Essayer. Ouais, voilà. En gros, c'est ce que j'ai fait. Et pareil pour le jiu-jitsu brésilien. Le jiu-jitsu brésilien, je suis allé me former au Mans, avec les frères Saucet, la BF, là. Du coup, le Kudo, t'es parti sur Paris, ville sur Paris pour. Ah non, pas du tout. Non, je suis allé faire mon premier cours. J'ai découvert les personnes en charge du Kudo à l'époque. Et puis, je leur ai demandé, moi j'avais déjà 38 ans, 39 ans. Et moi j'avais déjà des enfants, pas mal j'avais 4 enfants déjà, donc je pouvais pas me permettre de bouger. J'avais mon club, en plus j'avais déjà mon club, donc c'était pas possible. Donc je leur ai demandé la possibilité de faire venir sur des semaines complètes. Ça c'était fin 2011. Et à la suite de ça, mes allers-retours sur Paris pour des passages de grade, pour chaque fois essayer d'avoir le niveau dessus pour être autorisé à donner tel ou tel cours. À la suite de ça, ils m'ont autorisé en 2012 à ouvrir mon dojo de Kudo. Voilà. Donc officiellement, le Kudo Rennes existe depuis septembre 2012. Ouais. Aujourd'hui, il y a combien de
dojo ou de club de kudo en France, tu sais? Alors je sais parce que j'ai regardé avant de venir. Et donc en fait, il y en a 9. Il y en a 9 qui fonctionnent, qui sont ouverts officiellement. Et il y en aurait peut-être 4 Ouvrir, qui vont ouvrir, mais quand tout on a a été retardé. l'autorisation. Moi j'avais des formations de coach, d'instructeur ou même des stages d'initiation dans différentes villes. Tout a été annulé depuis mars dernier. Voilà, j'avais 4-5 stages de formation. Et puis là, on a reprogrammé pour 2021. On va voir si ça va se faire. Et donc, on pourrait finir éventuellement 2022 sur 12-13 clubs. 12 dojo. Ouais. Et il y a une fédé. Comment ça marche au niveau de l'organisation globale? Parce que si je compare au Kyokushin, qui est le domaine que je connais le plus, on est rattaché à la FFK et on a une fédé japonaise, une fédé mondiale, qui nous donne les ordres et les directives pour la voie en gros Shin Kyokushin. Et comment ça se passe dans le kudo? C'est le même principe à peu près? C'est le même principe au niveau international. Nous, on n'a pas du tout de fédération française. On n'a pas intégré encore de fédération française. Moi, je suis passé responsable du kudo France tout récemment. Et pour l'instant, moi, ce que j'envisage de faire, c'est de pas intégrer de fédération avant 20 clubs existants. 20 clubs existants en France, là, peut-être qu'on pourra peut-être éventuellement en reparler. Mais pour l'instant, non, au niveau national, on est vraiment en autonomie, on va dire. Par contre, au niveau international, là, on répond au Japon, enfin, l'organisation internationale, c'est la KIF, la Kudo International Federation. Et là, on est directement en relation avec soit Shosho, le grand maître fondateur, soit avec des sensei qui sont sous lui, qui sont affectés à tel ou tel pays. Donc nous, on en a un voire 2 même qui sont affectés à la France maintenant. Et donc on est en relation avec eux directement pour tout ce qui est passage de grade, adhésion, licence, création de club, puis compétition internationale. Ça marche. Et du coup, on parle de Japon. Il me semble que tu as fait quelques voyages au Japon, ne serait-ce que pour les championnats du monde de kudo. Qu'est-ce que t'es parti combien de fois au Japon du coup? Je suis parti 3 fois. Ouais. 3 fois au Japon, une fois pour le championnat du monde de 2014, une fois parce que j'ai kiffé. Et puis je suis reparti. Donc je suis parti en 2014, 2016 avec mes enfants, mes deux grands, on est partis ensemble découvrir le Japon d'une autre façon, pas en mode compétition, 15 jours pleine balle, là c'était plus relax. On s'est quand même entraîné, on n'a pas arrêté de s'entraîner quand même. Et puis la 3e fois, c'est le championnat du monde 2018 où là on a présenté une grosse team française. On était plus de 30 dans la délégation française avec 18 combattants, je crois. C'est pas mal pour une nation avec que 9 clubs. Voilà. Ouais, c'était pas mal. Et puis ça a fait son petit effet. Après, on battait contre les Russes, les Japonais, l'Ukraine, tous les grosses nations du judo. Mais non, c'était vraiment bien. On a fait ce qu'on pouvait. On a fait quelques petits résultats ou en tout cas des bonnes prestations en termes de combat. Donc, on n'a pas eu honte. On ne doit pas avoir honte de ça. Pas rougir de la prestation. Ouais, voilà, c'est ça. Et à refaire. Là, on devait partir octobre dernier, on devait partir à la Coupe du Monde. Donc, là, la Coupe du Monde était en Grèce, donc elle a été annulée également. Et voilà, on attend. On attend les nouvelles. On attend la nouvelle compétition. Ouais. Ça marche. Et toi, t'as combattu au championnat du monde? Non. Non, j'ai 48 balais. On sait jamais. Ouais, il y en a qui combattent encore jusqu'à 40 balais. Hein. Moi, je pense à Lucien Gogonel, qui était un de mes enseignants, qui combat encore. C'est pour ça que je pose la question. Il y a des irréductibles. Ouais, mais c'est un phénomène. Non, moi, je peux pas me permettre. Après, j'ai combattu en kudo. En fait, comme je t'ai dit, je suis commencé à 38 ans. À 38 ans, je crois que ma première compétition de kudo, c'était à 40 ans. 41, je crois que c'était 2013, 41 ans.
Ouais. J'avais 41 ans. En fait, moi, j'ai demandé à mon sensei de l'époque qui était à Paris. J'ai dit, tiens, est-ce que je peux envoyer des gars à Londres, à la coupe de Londres? Et il m'a dit, oui, pas de problème. Par contre, tu es obligé de combattre. Bon, ok, je suis allé combattre. Voilà. J'ai gagné, mais bon, c'était un combat. C'était vétéran, c'était un match event. En fait, c'était le match qui inaugurait de l'événement. Donc un petit peu de pression. Un peu la pression aussi. Ouais. Il m'annonce que l'adversaire, c'était Tahir Dad. Je regarde Tahir Dad sur YouTube. C'est pas un mec super connu, quoi, mais bon, je me suis un peu. Il avait de l'expérience. En fait, le seul combat que je trouve de lui, il met un black belt japonais à la Coupe du Monde en Russie, KO en 45 secondes. Et je suis combattre contre lui. Et puis finalement, ça l'a fait, j'ai gagné. Mais voilà, ça c'est une expérience en kudo. Après, j'ai surtout combattu en amont dans les arts martiaux vietnamiens. J'ai fait des compétitions aussi en interstyle, interdisciplinaire. Et puis jiu-jitsu brésilien. Voilà, jiu-jitsu brésilien parce que ça permet comme on disait tout à l'heure, ça permet de combattre assez longtemps. On peut combattre jusqu'à 45, 40, même 50 ans, je pense que des compétitions en master 4, je crois que c'est. Donc voilà, ça me permet encore d'être dans le milieu compétition. Et toujours continuer à toucher le tatami et aller. Voilà, et se challenger un peu. Les sensations qui vont avec. Voilà. Les kudo, le niveau national, ça aurait pu le faire, hein, mais il faudrait que je dise au revoir à mon job 3 mois avant, 3 mois après, pour me remettre. Préparer. Donc non, je peux pas me permettre avec tous les cours que j'ai en semaine. Voilà. Je me rends compte qu'on n'a pas précisé ce qu'était le kudo pour les gens qui regardent et qui connaissent pas. Le kudo, c'est l'art martial, le MMA japonais, on appelle ça le MMA budo. Donc c'est du pied, point, sol, en kimono. Voilà, il y a un système de grades. C'est pas tout à fait comme le MMA, il y a un système de grades, ça se passe en dojo. Voilà, il y a des principes, le dojo-kun, il y a un principe martial propre à la discipline, que ce soit à l'intérieur du dojo, à l'extérieur, dans la vie quotidienne. Voilà, le petit plus par rapport au MMA, nous on a un gros coup de tête, et donc c'est pour ça qu'on a des casques à bulles, protection intégrale. Voilà, il y a aussi éventuellement des possibilités de frappe dans les parties génitales, dans certaines compétitions, en absolute, toutes catégories confondues. Quand il y a un différentiel de 25 kg entre les combattants. Okay. On lui donne une arme en plus. Aux deux. Ouais. Le plus petit, il est plus avantagé. Mais bon, ça c'est rarissime. Et les casques à bulles aussi, ça permet, c'est pas simplement par rapport au coup de tête, ça permet en termes même hors compétition, loisir, en cours, de se rapprocher des frappes réelles et tout en. Sans risque d'aller au bureau avec un cocard le lendemain. Voilà, exactement. Et puis apparemment, ça séduit pas mal de monde, de plus en plus de monde. Voilà. Les gants en compétition, c'est des gants, c'est pas des gants de MMA, c'est des gants un peu plus fins, non? Non, ouais, c'est même pas enfin si, c'est des mitaines. On appelle ça des mitaines, mais c'est les mitaines Kyokushin. Voilà, c'est ça. Et encore, je crois que c'est encore plus fin que ça. Et ça se rapproche du main nue, quoi. Voilà, c'est essentiellement pour pas se blesser soi-même. Pas se brûler sur le dogi. Les bulles peuvent éventuellement péter sur des frappes, c'est rare, mais ça arrive. Je suis à ma 3e bulle. Et c'est surtout par rapport à ça. Mais au niveau des frappes au corps, on se rapproche vachement du Kyokushin. Est-ce que tu vois depuis l'annonce de l'autorisation du MMA là, depuis quelques mois, enfin surtout parce que là avec le Covid du coup tu l'as pas vu, mais est-ce que quand ils ont commencé à annoncer la légalisation du MMA, tu as vu un engouement, tu as vu des gens arriver un peu plus vers toi, vers le kudo ou non, pas forcément, non. Moi je vois ça vraiment en parallèle au niveau de l'évolution du kudo, l'évolution du MMA et puis la récente légalisation. Si tu veux, déjà les deux sont trop récents. La légalisation du kudo,
Du MMA. MMA, ça s'est passé, après on a fait direct le confinement. Et en ce qui concerne l'évolution du Kudo, c'est tout récent, malgré que ça passe un bout de temps que c'est présent sur le sol français. C'est tout récent, l'explosion, le développement et l'intérêt. Et donc c'est trop récent. Et même si c'était pas le cas, je pense que l'évolution serait assez parallèle. Il n'y aurait pas trop forcément, le MMA, les gens vont s'en intéresser de plus en plus. Et puis, c'est moment où il n'y a pas de MMA dans tel ou tel ville, tiens, est-ce qu'il y a du Kudo voilà, ça va se passer comme ça. Mais je pense que ça va pas exploser les chiffres du Kudo, le fait que c'est légalisé. Je pense pas. Et par contre, est-ce que ça ne permettrait pas à tes combattants d'aller justement tester en compétition parce que des compétitions de Kudo, il y en a très peu en France, j'imagine. Donc c'est un peu comme au Kyoku, il faut souvent se déplacer à l'international. Ouais, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu penses que tu iras faire combattre Ah bah oui, MMA bah nous, on a déjà combattu en pancrace. On a déjà des combattants qui sont illustrés en pancrace. On a un champion de France en pancrace. Ouais, là, c'est ça. Par contre, pas de souci. Là, au contraire, ça va multiplier les occasions de combattre. Mais voilà, bah ça, moi, je laisse ça aux individus de se décider. Mais oui, forcément. De toute façon, nous, depuis le début, on a été combattre, on n'a pas le choix. Il fallait combattre ailleurs. Voilà, on a été combattre dans d'autres disciplines parce que sinon, c'est en Kudo, c'est tout de suite aller combattre, tirer en international ou en européen. Donc c'est super sympa à faire, mais c'est pas du tout parlant en termes de. Quand c'est ta première compète, c'est pas fou. Quoi. Voilà, c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Alors ça fait des super souvenirs, hein, mais ça peut aussi dégoûter certains. Donc voilà. Donc nous on a été combattre en combat habituellement. En boxe thaï, en pancrace, en jiu-jitsu brésilien, en newaza, en kyokushin. Les enfants, j'ai beaucoup d'enfants qui combattent en kyokushin parce que là, c'est ce qui se rapproche un peu plus. Quoi. Et puis voilà, on a la chance d'avoir à côté un club là, qui organise beaucoup de compétitions, Kyokushin Kai, et puis le club de Thomas Eusnin aussi, de Tours. Donc on essaye de participer le plus possible à des compétitions, mais en Kudo, c'est sûr, il va falloir attendre justement que ça se développe. Et c'est pour ça que je développe essentiellement le Kudo, c'est parce qu'en fait mes élèves depuis 9 ans, ils combattent entre eux. Même si on va combattre à Milan, en Italie, et même au Japon. Même au Japon, en international, je me suis retrouvé avec 2 élèves face à face. Ouais. Donc voilà, il faut absolument que les clubs, les dojo français développent des sections enfants pour qu'on puisse enfin combattre réellement contre des adversaires de Kudo. Qu'il y ait de plus en plus de licenciés, donc de plus en plus de compétiteurs. Exactement. Voilà. Pour l'instant, c'est vrai qu'on tourne un peu en rond. On a organisé une compétition en Kudo en 2016 à Rennes. On a appelé ça la Coupe de France. Voilà, il y avait 90% de Bretons. Donc, à un moment donné, c'est sympa, hein, mais à un moment donné, les élèves ils commencent à s'en apercevoir. Ouais. Puis ils commencent à se connaître, du coup aussi. Exactement. Et puis, moi j'ai des enfants, je récupère des enfants de 5 ans, ils vont jusqu'à 18, 19 ans. Ils ont toujours le même adversaire. Ouais. Ils se retrouvent tout le temps avec le même adversaire, qui sont des potes en plus. Donc, je suis allé jusqu'à plus d'une centaine d'enfants, quoi. En section enfants, j'en ai plus d'une centaine. Je me retrouvais des fois en compétition même interrégionale. 35 enfants, 35 judokas. Et dans les compétitions interrégionales, en fait, c'était 10 compétiteurs. On tourne en rond. Ça tourne vite en rond. Ouais, voilà. Et t'enseignes depuis combien de temps Je saute pas du coq à l'âne, parce que le fait que tu me dises que t'es 100... 98, 1998. D'accord. Ouais, un vieux de Bodao. Ouais, du coup, dans toutes les disciplines, à chaque fois que tu... J'ai pas enseigné en Kyokushin. En Kyokushin, c'était vraiment... J'ai fait que 4 ans. Et mais j'ai été tout de suite, dès que j'ai eu ma black belt en Viet Dao, j'étais tout de suite assistant, puis voilà, c'est des choses qui sont faites. Quoi. Et donc là, ça fait depuis 98 que j'enseigne. Ici, le dojo, l'association dans laquelle on se trouve, là, j'enseigne depuis 2007.
Mais j'ai commencé, c'était un marché vietnamien. Après, j'ai eu du brésilien très légèrement. Et puis MMA. Parce que on a fait quand même ici, on a quand même malgré tout créé une section MMA. Mais qui m'a pas plu du tout. Ça m'a pas plu. C'est pour ça que dès que j'ai vu le Kudo, le mix des deux, quoi. Ce qui manque, pour toi, il manquait ce côté martial, justement. Ouais, carrément. Ouais, je pouvais pas obtenir la même chose en ambiance, pas en discipline, tout à fait, c'était à peu près pareil, mais en ambiance, enfin, bref, il manquait quelque chose. Et le Kudo, bah, ça va. Les gens, ils se défoulent comme en MMA, ils sont protégés, il y a un côté Kudo préservé. Du coup, on parlait de la compétition pour les championnats du monde en 2018. Et comment est-ce que tu prépares une compétition avec tes élèves? Comment est-ce que tu as préparé cette compétition-là pour déjà, moi, c'était la première fois qu'on me chargeait de faire la sélection de France. Donc c'était une première. Et puis donc, il y avait des gens qui étaient sélectionnés de Paris et puis de Rennes essentiellement. Et moi, j'ai organisé des week-ends formation, parce que je voulais vraiment essayer de créer une cohésion de groupe. On la retrouve un peu sur place au Japon, quoi. Donc, on a fait des stages. La compétition, c'était en novembre 2018. On a commencé les stages en juin. Enfin, il y a eu la sélection. Il y a eu la sélection au mois de mai. On a commencé les stages en juin. C'était des stages sur 2 jours. Et c'était ici. On a la chance d'avoir derrière des hébergements, des lits, tout ça. Donc tout le monde était squatté. L'équipe féminine, junior et adulte, elle était squattée là. Et donc on était tous ensemble. On a vécu pendant plusieurs fois 2 jours ensemble. Ouais, du coup, pour la cohésion. La cohésion, c'était nickel. Donc il a fallu approcher vraiment toutes les phases de cette compétition. Donc je leur ai pas appris sur ces jours-là, je leur ai pas appris comment frapper, comment aller au sol et tout ça. Ça c'était déjà fait, enfin, on va dire. C'était sélectionné, donc normalement c'était moins bon. C'est qui savait se bagarrer. Voilà. Donc il a fallu insister vraiment sur le côté ambiance de compétition, arbitrage, vraiment axé sur l'arbitrage, sur le moment de compétition, les récupérations, parce qu'il était éventuellement possible que certains passent le premier tour. et ça s'est avéré. Ça s'est avéré plusieurs fois, ce qui n'était pas arrivé souvent pour le Kudo français dans les compétitions internationales. Donc ça, c'était super. Et donc, en mode pour la récupération, moi j'avais fait intervenir un prof de yoga qui est sur Rennes, qui est très compétent, qui a beaucoup d'expérience, et dont un des fils était sélectionné et dans l'équipe de France, donc c'était tip-top. Et puis c'est un ami, donc voilà. On a fait aussi des visios. Ça c'était une première pour nous, pour moi, pour faire une visio pour analyser les combats. Ouais, voilà, pour analyser, pour tout ce qui est documents d'arbitrage, parce que c'est assez complexe quand même malgré tout les compétitions de Kudo. Voilà, il a fallu s'habituer aussi aux équipements officiels, parce que voilà, on peut en cours de Kudo, on peut ne pas avoir les mitaines propres à la compétition. Il fallait s'habituer avec le vrai casque officiel, on appelle le NHG, c'est le Neo Headgear. Donc il fallait que les élèves qui ne l'avaient pas, qui avaient que des copies là, comme ceci, vous pouvez voir derrière, il fallait qu'ils s'habituent à ça, il fallait qu'ils s'habituent aux vraies mitaines, etc. Voilà, il y a différentes protections aussi qui sont autorisées pour le public féminin, qui n'est pas pour le public masculin, junior, qui n'est pas pour les adultes, etc. Et les règles spécifiques junior, les règles spécifiques adultes et féminins, qui ne sont pas les mêmes. Donc tout ça fait qu'il y avait du boulot. Et voilà, après on a quand même fait des mises en situation avec des combats dans les temps réglementaires. Et donc voilà, on a fait beaucoup de physique aussi, beaucoup de physique, mis à part, comme je te disais, on n'avait pas à leur apprendre à combattre. On avait aussi la chance d'être juste derrière les stades. Donc on faisait beaucoup de fractionnés, de physique.
Voilà. Donc, et puis, ça a été, on va dire, relativement payant. On s'est tous fait éclater au deuxième tour, mais voilà, voir arriver, je parle de ça parce que ça m'a marqué, une délégation française qui n'avait jamais été aussi importante. On avait des sponsors, oui, il y a cette partie-là aussi, la partie financière, pour déplacer autant de monde à l'étranger aussi, au Japon. On avait des sponsors qui nous avaient offert les tenues, tout ça, puis donc voir la délégation française qui arrive avec la même tenue, on n'allait pas concurrencer les Japonais et les Russes, mais on était la 3e délégation plus importante à ce championnat du monde là. Et puis qui est représenté du coup en équipe à la fois avec l'événement, mais en plus du coup avec ces stages-là de cohésion où tout le monde se connaît, tout le monde, oui, voilà. Ça forme vraiment un groupe. Ouais. Ah ouais, ils se connaissaient tous en arrivant là-bas au bout de 6 mois, c'était bras dessus, bras dessous, c'était vraiment super expérience. Ouais, ça peut être cool. Du coup, vous faisiez un week-end tous les mois à peu près? Ben, en fait, on en a fait 3. Non, on a fait juin, on a laissé passer les vacances. On s'est retrouvés fin août et fin septembre, de mémoire. Et voilà, et fin septembre, il ne restait plus qu'un mois pour partir. Et puis, voilà, en plus, il n'y avait aucun qui était professionnel, donc il fallait caler la famille, le boulot, les études pour certains le collège, parce que j'avais un moins de 13 ans. Oui. Collège, lycée, études, etc. Plus le financement du billet. Plus le financement, et puis on avait des mineurs non accompagnés, donc il y a aussi cette partie-là à prendre en compte, avec des documents des parents, parce que bon, ils vont quand même combattre en MMA, en japonais, donc c'est pas une discipline anodine. Et voilà, il faut se couvrir aussi par rapport à ça, s'il y en a un souci, il n'y en a eu aucun. Donc, tant mieux. Vaut mieux prévenir que guérir. Voilà, exactement. Du coup, il me reste juste quelques petites questions pour revenir sur ton parcours, donc en compétition et en tant que pratiquant. Est-ce que c'est mon petit côté réathlétisation, parce que je n'en ai pas encore parlé, mais je fais donc je suis spécialisé en réathlétisation, donc je m'occupe beaucoup de sportifs blessés et de combattants blessés. Okay. Et du coup, ma question à chaque fois, c'est est-ce que tu t'es déjà blessé et quelles blessures tu as pu avoir et tu as pu rencontrer, soit pour toi, soit pour tes élèves qui t'enseignent depuis un moment, soit en compétition ou dans la pratique? Alors, personnellement, moi, je ne sais pas ce que j'ai pas eu. J'ai eu le genou, le doigt, l'épaule, le nez, l'arcade, les yeux, comme je te le disais tout à l'heure, des déchirures rétiniennes. C'est ça aussi qui m'a fait passer aussi au couteau avec la cascabule, c'était assez sécurisant pour moi. Et ouais, c'est surtout ce que je vois moi le plus souvent en dojo, c'est le genou, les genoux, l'épaule et les côtes. Quand tu dis les genoux, c'est des entorses, des ruptures, des déchirures. Ouais, total. On a la chance, juste derrière là, il y a la fac de sport, et juste après c'est les pompiers. Et on a souvent les pompiers, ça fait un peu de temps qu'on les a pas vus, c'est bon signe. On travaille plus intelligemment peut-être. Mais ouais, on a eu des genoux, ligaments croisés, entorses. Ouais. Moi pour ma part, c'est le genou là, en ce moment qui m'embête, c'est vraiment récurrent. Et puis j'ai tout fait, j'ai tout fait comme intervention, donc là c'est mort, on m'avait bien expliqué qu'à un moment donné. On doit vous réparer. J'arrive à 50 balais, il faut se faire à l'idée, tu as vu la discipline que tu fais. Donc ok, ça y est, je me suis fait l'idée. Mais sinon, on a vu des genoux pétés ici, des chevilles aussi, on a vu des chevilles arrachées. Mais du coup, ça c'est plus en sol, ces blessures-là, non? Ou c'était en kick? Non, justement, c'était pas en sol, c'était en amené au sol, on va dire. C'était en clinch, sur une chute ou sur une mauvaise saisie. Bref. Non, c'était pas en sol, c'était surtout en combat, en couteau. Ouais. Avec le domination, un takedown. Mais voilà, après, je dis les pompiers, on a eu la chance de les avoir, on les a vus
depuis 2007, on les a eu sur 5 ou 6 fois. Donc, Oh, ça va. ça va, ça va. Après, voilà, toutes petites blessures. Les blessures qui ne, tu dois connaître, hein, qu'au début, ça c'est pas une grosse alerte, ça pas besoin d'appeler les pompiers, mais les lèvres, tu le vois pas pendant 2 mois parce qu'en fait, la côte est pétée. Ouais. Donc, voilà, et puis les épaules un peu. Mais bon, pour moi, la bête noire, c'est les genoux. Ouais. Ça marche. Et j'avais une question pour conclure. Je pense qu'on a fait le tour. Petite question pour conclure. Est-ce que tu te souviens de ta première compétition en sport de combat? Ah ouais, je m'en souviens bien. Ouais. Est-ce que tu peux nous la raconter un peu? Je sens qu'il y a une histoire drôle là. Ouais, en fait, ouais, je m'en souviens parce que je me suis fait disqualifier direct. Parce qu'en fait. Je l'ai mordu. Non, en fait, comme je disais, j'ai fait toujours 2 arts martiaux en parallèle. Et donc, c'était en Viet-Vo Dao et j'avais commencé la boxe thaïlandaise. Et en fait, c'était une compétition de Viet-Vo Dao sur Paris, là, je sais plus, dans l'Est. Et en fait, c'était à la touche. C'était à la touche. Et moi, conditionné boxe thaï, la veille, je devais être à mon cours boxe thaï. Je vais en compétition sur Paris. Et boum, et le stress, le nez pété, scandale en plus dans l'assistance parce que l'adversaire c'est le poulain du sensei, donc j'étais disqualifié et puis même à la limite j'étais viré quoi. Ils m'ont pu me voir. Ils ont rayé ton nom de la liste. Ah ouais, donc, super mauvaise image du club voilà, à cause de moi quoi. Donc je m'en souviens bien. C'est ça qui est. Enfin, c'est super hein, d'avoir le luxe de faire 2 arts martiaux, d'avoir le temps de le faire, la passion, etc., etc. Mais c'est vrai que ça m'a joué souvent des tours. Parce que quand j'étais en Kyokushin, après je suis retourné dans des compétitions, enfin, peut-être pas des compétitions, mais au moins des rassemblements en pied-point, voilà, j'avais plus de garde, etc., etc. Donc ça permet de s'adapter, ça permet de se remettre en question à chaque fois. Quand tu survoles plus ou moins, entre guillemets, tel ou tel domaine, là, tu vas te prendre des branlées ailleurs, tu reviens bosser, tu retournes, en fait, moi c'est ça que je recherche. Ouais. Je sors un peu de ta question là, mais non. C'est moi ce que j'essaye de transmettre à mes élèves depuis le début, quelle que soit la discipline, c'est qu'à partir du moment où ils s'emmerdent, où ils survolent, ils ne survolent jamais une discipline, mais ils ont l'impression de survoler quelque chose, qu'ils se cassent. Ouais. Qu'ils se cassent. En général, c'est une phase de stagnation. Toujours une phase où on progresse vite et après on commence à s'ennuyer un peu. C'est négatif pour tout le monde, que ce soit pour le groupe, pour le prof, pour lui. Donc moi je leur dis, va voir ailleurs, tu reviendras ou pas. Ça c'est bien. Généralement, ils reviennent. Ils reviennent pour X raisons. Ouais, parce que justement, sûrement parce qu'ils n'ont pas été retenus et qu'ils ont aimé ce côté va voler et puis. Ouais, enfin, il y en a qui sont intervenus, hein, parce qu'ils ont trouvé au contraire leur truc quoi, dans une autre discipline. Quoi. Mais c'est ça que j'aime bien, parce que moi je me le suis appliqué pendant des années, et donc je leur dis, faut essayer d'aller voir ailleurs. Est-ce que tu aurais juste une question comme ça, et je pense que j'ai la réponse. Est-ce que tu as un conseil à donner à tous ceux qui nous regardent, qui veulent progresser dans leur voie martiale ou en sport de combat en général? Un conseil, c'est celui-là, c'est de toujours aller voir ailleurs. Enfin, après, quand je dis aller voir ailleurs, c'est pas forcément aller voir une autre discipline. C'est d'aller voir comment ça se passe ailleurs. Moi, j'étais voir j'étais voir les 3 meilleures nations dans le Kudo, qui me paraissent vraiment largement au-dessus des autres, que ce soit en termes d'effectifs, en termes d'organisation, en termes de niveau de compétition, c'est les Japonais, les Ukrainiens et les Russes. J'ai été voir les 3, et à chaque fois que je suis revenu, je me dis, mais allez-y, il faut y aller, après il faut avoir le luxe, les moyens d'y aller, etc. Mais si je peux donner un conseil, c'est d'aller voir ailleurs. Donc, étant donné qu'en France, pour l'instant, il y a un peu que notre branche qui existe, qui est active, allez tout de suite voir à l'étranger.
à l'étranger, et puis pourquoi pas, l'Ukraine c'est pas super loin, voilà, la Russie non plus, voilà. C'est ça que ouais, je peux vous donner comme conseil, c'est toujours aller voir ailleurs, que ce soit dans votre discipline ou dans une discipline un autre dojo, ou d'autres enseignants, Voilà, et pas surfer, c'est pas. Pas rester dans sa zone de confort, Voilà, juste rester sur ce qu'on connaît. À partir du moment où je vois un élève qui comme ça, qui a l'air un peu blasé, déjà je lui demande qu'est-ce qu'il fout là déjà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fout là, va boire des coups, faire autre chose. Et voilà, et puis sinon, si sa réponse c'est que ouais, je commence à tourner en rond, au contraire, on va voir ailleurs. Moi, nous, on a un petit dojo, on est plus d'une centaine, donc c'est pas grave s'il y en a un ou deux qui se barrent, c'est pas. Voilà mon conseil. Ça roule. Où est-ce que les gens, si avec cette vidéo, j'espère que des gens vont vouloir s'intéresser au Kudo et s'ils veulent te contacter, comment est-ce qu'ils peuvent le faire? Il y a les réseaux sociaux. Ouais, réseaux sociaux, on a un Facebook Kudo Bretagne, on a un blog. Enfin, les blogs, on peut pas nous contacter. Il y a les blogs, je crois. Moi aussi, si tu as mis une adresse mail. Ah oui. Donc, l'adresse mail, site internet, Kudo Rennes. Donc, l'adresse mail, c'est kudorennes@gmail.com. Et le site internet, c'est kudo-rennes.com. Voilà. Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Fab, pour ce petit moment passé. Super sympa. Merci à toi. Super intéressant. Et puis, on va souhaiter une réouverture prochaine. Et espérons que tu passes de 9 à 12 dojos en France. Ouais, ça a l'air bien parti. Même si ça va être un peu plus long que prévu, je suis super confiant. Cool. Ça marche. Et ben encore merci. Merci. Os.